La France, notre terre promise, le nouvel exode américain. Je ne veux plus jamais retourner dans ce pays. Ce sont les mots que des Américains en larmes murmurent à leur arrivée à l'aéroport Charles de Gaulle, un aller simple à la main. Ce qui se passe en France aujourd'hui n'est pas une simple vague touristique. C'est un exode des temps modernes, une quête pour la survie. Pourquoi des membres de l'élite de la plus grande superpuissance mondiale, des médecins diplômés de Harvard, des ingénieurs de génie du MIT, abandonnent-ils leur carrière et leur fortune pour se réfugier en France? Ce qu'ils y ont trouvé n'est ni un monument célèbre, ni une gastronomie exquise. C'est une valeur fondamentale, si évidente pour nous que nous n'y prêtons plus attention. Lorsque vous connaîtrez l'histoire d'Hélène, une femme de 62 ans qui a quitté sa patrie pour protéger sa petite fille, lorsque vous comprendrez la réalité de l'effondrement de la société américaine qu'elle décrit et les larmes de soulagement qu'elle a versées en France, votre regard sur ce pays changera du tout au tout. L'Amérique est sous le choc. Des dizaines de milliers d'Américains, médecins, ingénieurs, informaticiens, choisissent d'immigrer en France. La nation entière est secouée par l'attrait de ce pays. La France est un pays incroyable. Je n'arrive pas à croire qu'un tel endroit existe, disent-ils. Chaque jour, des milliers d'étrangers affluent vers la France, littéralement. L'histoire d'un Américain qui a tout abandonné pour s'installer ici a provoqué une onde de choc aux États-Unis. Il ne s'agit pas de cas isolés. C'est une fuite des cerveaux en masse. Les chiffres sont stupéfiants. En 2025, on estime à plus de 200 000 le nombre d'Américains vivant en France. Une augmentation spectaculaire par rapport à il y a 5 ans. Qu'ont-ils donc trouvé à 8000 km de chez eux, ceux qui ont renoncé au rêve américain pour la France? Mamie, aujourd'hui à l'école, on s'est encore caché sous les tables. Je m'appelle Hélène Dupont. J'ai 62 ans et j'ai travaillé pendant 30 ans comme infirmière cadre dans un grand hôpital de Seattle. Ce jour-là, en serrant dans mes bras ma petite fille Émilie, qui n'a que 8 ans, mes bras se sont glacés. Les mots de ma fille Jessica ont figé mon cœur. J'ai déplié une nouvelle fois la note de l'école d'Émilie. Le titre m'a sauté aux yeux. Information sur l'exercice de confinement d'urgence. Un exercice de confinement pour une enfant de 8 ans. J'ai pris le papier, je me suis enfermé dans les toilettes et j'ai pleuré en silence. En 30 ans à l'hôpital, j'avais vu d'innombrables patients. Mais face à la réalité que ma propre petite fille devait apprendre à se cacher d'un tireur, mon cœur s'est brisé. Mon mari, David, est un professeur de lycée à la retraite. À 64 ans, il souffrait du genou depuis des mois. Je n'oublierai jamais les mots de la réceptionniste lorsque j'ai appelé pour prendre rendez-vous chez un orthopédiste. Un premier rendez-vous est possible dans 6 semaines. Pour une IRM, ce sera 4 semaines de plus. 10 semaines d'attente juste pour un diagnostic. Pendant ce temps, le genou de David empirait au point qu'il ne pouvait plus monter les escaliers. Chaque nuit, en entendant mon mari gémir de douleur, un sentiment d'impuissance m'envahissait. J'étais une professionnelle de la santé avec 30 ans de carrière, mais ma propre famille ne pouvait recevoir des soins adéquats. Quelle ironie! Un soir, alors que je venais de coucher Émilie, je suis retourné au salon. La télévision annonçait une nouvelle fusillade. Une tuerie de masse dans un centre commercial du centre-ville de Seattle. David a jeté la télécommande et a crié. Même les centres commerciaux ne sont plus sûrs. Dans quel monde vivons-nous? Je n'ai pas su quoi répondre. Dehors, bien qu'il ne soit pas encore 19 heures, les rues étaient déjà désertes. Tout le monde avait peur. Vivre dans la crainte de sortir était devenu notre quotidien. Cette nuit-là, je n'ai pas trouvé le sommeil. L'avenir de ma petite Émilie défilait devant mes yeux. Dans quel monde allait-elle grandir? Une vie où chaque jour d'école comportait un exercice de confinement, où elle ne pouvait pas jouer librement dans un parc, où elle ne pouvait pas faire un pas dehors la nuit. À l'hôpital, j'avais soigné de nombreuses victimes de blessures par balles, des jeunes et même des enfants. Chaque fois, mon cœur se serrait, mais je me disais que cela arrivait aux autres, plus maintenant. La peur que ma petite fille, que ma fille, puisse être la prochaine victime me hantait chaque nuit. Jessica était extrêmement tendue chaque fois qu'elle sortait avec Émilie. « Maman, j'aimerais tellement me promener dans un parc avec Émilie. Quand est-ce que ce sera à nouveau sûr ?» À sa question, je n'avais aucune réponse. Se promener la nuit avec un bébé à Seattle était tout simplement impensable. Même en plein jour, c'était angoissant. Quelques semaines plus tard, David est rentré de l'hôpital
et s'est effondré sur le canapé. Après 6 semaines d'attente, le médecin dit qu'il ne peut rien savoir sans une IRM. Et pour ça, il faut encore attendre 4 semaines. J'ai regardé le visage de mon mari. L'épuisement et le désespoir y étaient gravés. Avec l'approbation de l'assurance, ça prendra encore 3 mois. Et si mon genou s'abîme, encore plus ici-là. Telle était la réalité du système de santé américain. Le meilleur du monde, disait-on. Mais les patients attendaient des mois et payaient des factures astronomiques. J'avais travaillé dans ce système pendant 30 ans, mais ce n'est que lorsque ma famille est devenue patiente que j'ai vu ces failles béantes. Une froide nuit d'hiver, vers 2 heures du matin, mon téléphone a sonné. C'était ma fille, Jessica. « Maman, il y a eu une fusillade dans le quartier. Émilie a eu peur et n'arrête pas de pleurer. » Je me suis habillé en hâte et j'ai couru chez ma fille. Émilie, tremblante, était blottie contre sa mère, tandis que Jessica scrutait la rue par la fenêtre. Les sirènes des voitures de police ont retenti toute la nuit. Cette nuit-là, en tenant Émilie dans mes bras, j'ai pris une décision. Je ne pouvais pas lui léguer une vie pareille. Je devais trouver un endroit meilleur. Mais où aller? Quitter l'Amérique, c'était abandonner les fondations de toute une vie. Au milieu de ces jours d'angoisse, mon neveu Julien m'a appelé en vidéo. Un appel qui allait changer notre destin à tout jamais. « Tati, pourquoi ne viendriez-vous pas vous reposer à Paris pendant 3 semaines ?» La proposition de Julien était soudaine. Il travaillait comme consultant en informatique et était en mission à Paris depuis 6 mois. À l'écran, son visage était radieux, avec la tour Eiffel illuminée en arrière-plan. La France, c'est Stallone. Et nous ne parlons pas la langue. J'hésitais. Moi qui avais vécu toute ma vie à Seattle, l'idée d'aller en Europe me paraissait folle. Julien a ri. « Tati, il y a des interprètes dans les hôpitaux ici, et pour le genou de tonton David, en 1 semaine, il aura un diagnostic et un plan de traitement complet. » En 1 semaine? Je le regardais, incrédule. Oui, c'est vrai. Le père d'un collègue a été opéré du genou. Il a eu son IRM le jour même, son plan de traitement le lendemain. Et les coûts? C'est 1/10 de ce que vous payez aux États-Unis. 1/10? Intervint David. Comment est-ce possible? Tonton, le système de santé ici est complètement différent. Peu d'attente, des coûts raisonnables. Et surtout, dit Julien, son expression devenant sérieuse, ici, on peut se promener librement la nuit. Le problème des armes à feu dont tu t'inquiètes, Tati, ça n'existe pas ici. I some days, do some. Ces mots ont fait battre mon cœur. Vraiment? Oui. L'année dernière, à Paris, il n'y a eu quasiment aucune fusillade. À 23 heures, tu vois des grands-mères se promener dans les parcs, des femmes seules prendre le métro. Je n'arrivais pas à le croire. Se promener librement la nuit. Utiliser les transports en commun sans peur. Cela faisait si longtemps que je n'avais pas entendu de telles choses. David m'a pris la main. Et si on y allait? De toute façon, je dois soigner mon genou. J'hésitais encore. Mais à ce moment-là, Émilie, qui jouait dans le salon, s'est mise à pleurer. Une autre fusillade était annoncée aux informations. En voyant ce bébé d'à peine 1 an sursauter au son d'un mot qu'elle ne comprenait même pas, ma décision fut prise. Julien, trouve-nous des billets d'avion. Quelques jours plus tard, nous faisions nos valises. Nous partions pour 3 semaines, mais au fond de moi, je savais que nous pourrions rester plus longtemps. Le genou de David était important, mais je voulais surtout vivre dans un endroit sûr. Ma fille Jessica est venue nous dire au revoir à l'aéroport, Émilie dans les bras. « Maman, si c'est un bon endroit, est-ce qu'on pourra venir aussi ?» Le désespoir se lisait dans ses yeux. On en reparlera quand je serai sur place. Je les serrai fort dans mes bras. Si la France était vraiment un lieu sûr, je ferais venir ma fille et ma petite-fille. En passant les contrôles de sécurité, j'ai de nouveau été confronté à la réalité américaine. Des policiers armés comme des soldats, des procédures de contrôle strictes, les visages tendus des gens. Même l'aéroport ressemblait à un champ de bataille. Le vol de 14 heures fut long, mais je me sentais étrangement sereine. En regardant les nuages par le hublot, je me demandais, existe-t-il vraiment un endroit où l'on peut vivre sans craindre les armes? Un endroit où l'on peut se promener librement la nuit? L'avion a atterri à Charles de Gaulle à 22 heures. En sortant, Julien nous attendait en agitant la main. « Tati, tonton, bienvenue.
La première chose que j'ai remarquée en sortant de l'aéroport, c'est l'atmosphère. Il n'y avait pas cette tension palpable. Les gens avaient l'air détendus. Personne ne semblait sur ses gardes. On prend le RER. Si vous avez trop de bagages, on peut prendre un taxi. J'étais surprise. Le RER, à 22 heures? Bien sûr. Il fonctionne jusqu'à minuit et il y a des bus de nuit après. Aux États-Unis, prendre les transports en commun à 22 heures était un acte suicidaire. Mais Julien le disait avec un naturel déconcertant. En descendant vers la station de RER, j'ai observé les gens autour de moi. Des étudiants, des employés de bureau, des couples de notre âge. Tous avaient l'air calmes, consultant leur téléphone ou discutant. Personne ne semblait méfiant. Nous sommes montés dans le train. Des wagons propres, un éclairage vif et surtout, un sentiment de sécurité. J'ai serré la main de David. C'est étrange, tu ne trouves pas? Je n'ai pas peur du tout. David a acquiescé. Dans le wagon, j'ai remarqué une dame âgée, seule, avec un grand sac de courses. Plus de 70 ans, seule dans les transports à plus de 22 heures. Impensable à Seattle. Lorsque le train a traversé la Seine, la vue nocturne m'a coupé le souffle. Les berges étaient illuminées. Des gens faisaient du vélo ou du jogging. Il est presque 23 heures. Ces gens ne craignent rien? Ai-je demandé. Julien a ri. Quoi? C'est normal ici. Certains font du sport jusqu'à 1 heure du matin. Je n'en revenais pas. Nous sommes arrivés à l'appartement vers 23h30. Julien nous avait trouvé un logement au 30e étage d'une tour moderne, avec une vue panoramique sur Paris. Reposez-vous bien. J'ai pris rendez-vous à la clinique pour demain matin, pour le genou de tonton. Après avoir défait nos valises, je suis sorti sur le balcon. Il était presque minuit, mais la ville était pleine de vie. Des gens discutaient devant les supérettes, des employés rentraient tard du travail, des étudiants avec leurs sacs à dos. Tout marchait sans crainte. David m'a rejoint et m'a pris par les épaules. Hélène, on dirait qu'on est dans un autre monde. Je le pense aussi. Est-ce que c'est ça, la normalité? Ou est-ce que l'endroit où nous vivions était anormal? Cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, j'ai dormi profondément, sans anxiété, sans peur. Ici, si on ouvrait la fenêtre la nuit, on n'entendait pas de coups de feu, mais des éclats de rire. Le lendemain matin à 9 heures, Julien nous a emmenés dans une clinique orthopédique réputée dans le 16e arrondissement. En entrant, j'ai été surprise. Des installations propres et modernes, et surtout, un panneau indiquant un service international. Une jeune employée nous a accueillis dans un anglais parfait. Monsieur et Madame Dupont, votre interprète, Marie, va arriver tout de suite. Quelques minutes plus tard, une femme d'une trentaine d'années s'est présentée. Bonjour, je suis Marie Dubois, votre interprète. Appelez-moi Marie. Je n'arrivais toujours pas à y croire. Une consultation qui aurait nécessité des semaines d'attente aux États-Unis, nous l'obtenions en une journée, en tant qu'étrangers. Dans la salle d'attente, il y avait de nombreux autres patients étrangers. Des couples âgés européens, des familles asiatiques. Il y a beaucoup de patients étrangers ici, dis-je à Marie. Elle sourit. Oui, rien que l'année dernière, de très nombreux patients étrangers sont venus en France. Surtout des Américains. Vraiment? Oui. Leur nombre a presque doublé en 5 ans. La qualité des soins est élevée et les coûts sont raisonnables. Peu après, on appela le nom de David. Dans le cabinet, un médecin d'une 50aine d'années nous accueillit chaleureusement. Bonjour, je suis le docteur Moreau. Qu'est-ce qui vous amène? Marie traduisit, et David expliqua son problème au genou. Le docteur Moreau l'examina attentivement. Il nous faut une IRM pour avoir un diagnostic précis. Si c'est possible, nous pouvons la faire ce matin. Aujourd'hui, maintenant, demanda David, stupéfait. Oui, dans 1 heure. Vous pouvez faire les démarches à l'accueil en attendant. Je n'en croyais pas mes oreilles. Une IRM qui nécessitait 4 semaines d'attente à Seattle, nous l'avions en 1 heure ici. Et en effet, 1 heure plus tard, David passait son IRM. Chose encore plus incroyable, les résultats sont arrivés juste après le déjeuner. Il y a une lésion du ménisque et un début d'arthrose. Heureusement, une opération n'est pas nécessaire. Je vous recommande un traitement par injection de cellules souches. Le docteur Moreau nous montra les images sur l'écran. Des cellules souches? Oui, c'est un traitement qui aide à la régénération du cartilage.
La France est très avancée dans ce domaine. 3 injections devraient considérablement améliorer votre état. Avec mes 30 ans de carrière d'infirmière, je n'avais jamais vu un processus de soins aussi rapide. Arrivé à 9 heures, à 14 heures nous avions un diagnostic et un plan de traitement. Et les frais? Demandai-je prudemment. Marie sortit sa calculatrice. L'IRM, la consultation et le traitement complet devraient coûter environ 3 500 €, soit un peu moins de 4 000 $. David et moi nous sommes regardés. À Seattle, même avec une assurance, cela nous aurait coûté au moins 8 000 $. Sans assurance, la facture aurait dépassé les 15 000. C'est tout? Pas de frais supplémentaires? Oui, c'est le prix total. Notre principe est de vous informer de manière transparente à l'avance. C'est à ce moment-là que j'ai compris la valeur de la prévisibilité. Aux États-Unis, on recevait la facture bien après les soins, et chaque fois, c'était une crise cardiaque. Ici, on nous donnait le coût exact à l'avance, et ce coût était raisonnable. En sortant de la clinique, David me dit « Je n'arrive pas à croire ce qui s'est passé en quelques heures. C'est bien réel? Je pense la même chose. Ce qui aurait pris 6 mois a été réglé en une demi-journée. » Idle Fighters. En route pour le déjeuner, Julien nous proposa « Tati, si tu as du temps cet après-midi, il y a un endroit que j'aimerais te montrer. » « Où ça? Un centre social et culturel pour les seniors? Je pense que ça t'intéresserait. » 1 heure plus tard, nous arrivions dans un grand centre du 15e arrondissement. Tout le bâtiment était dédié aux personnes âgées. Ici, toute personne de plus de 60 ans peut venir. Et les étrangers sont les bienvenus. Le rez-de-chaussée abritait un café et un salon. Le premier étage, des équipements sportifs. Le deuxième, des salles de classe. Le troisième, des ateliers de loisirs. Et le quatrième, un centre de consultation médicale. En visitant chaque étage, j'étais bouche bée. Dans une salle de classe, des septuagénaires suivaient un cours d'informatique sur tablette. À côté, un cours d'anglais. Au troisième, des ateliers de poterie, de peinture et même de danse. Ça coûte combien de suivre ces cours? C'est gratuit ou très peu cher. C'est subventionné par la ville et l'État. D'une salle, j'entendis des gens parler anglais. À l'intérieur, des seniors français et étrangers débattaient ensemble. À ce moment, une Américaine s'est approchée de nous. « Vous venez des États-Unis? »« Oui, de Seattle. »« Je suis de San Francisco. Je suis venu il y a 3 ans. Mon mari est venu pour un traitement, et nous sommes restés. » Elle s'appelait Carole, 68 ans. « Comment vous plaisez-vous ici? » lui demandai-je. Carole sourit. « C'est merveilleux. J'anime des conversations en anglais et je fais du bénévolat, et mon mari donne des cours de gestion, fort de ses 30 ans de carrière. Aux États-Unis, la retraite était la fin. Ici, c'était un nouveau départ. La solitude ne vous pèse pas? Pas du tout. La communauté ici est très active. Nous avons des rencontres chaque semaine. Je me suis fait beaucoup d'amis français. Et surtout, vous n'imaginez pas à quel point pouvoir se promener librement la nuit change la vie. En sortant du centre, j'étais plongé dans mes pensées. Aux États-Unis, les retraités vivent souvent isolés. Leurs amis sont dispersés, les lieux d'activité sont limités, et surtout, sortir est dangereux. Mais ici, c'était différent. Les seniors restaient connectés à la société, continuaient d'apprendre, de grandir, et partageaient même leur expérience, se sentant utiles. Le soir venu, Julien nous a emmenés dans un parc le long de la Seine. « Tati, tonton, voilà ce que je voulais absolument vous montrer. » Il était plus de 20 heures, mais le parc était bondé. Des familles à vélo, des joggeurs, des groupes pique-niquant sur l'herbe et des personnes âgées se promenant. J'ai montré du doigt 2 dames de plus de 70 ans qui marchaient bras dessus, bras dessous. Regarde-les, à plus de 20 heures, sans aucune peur. « C'est normal ici, » dit Julien. Assis sur un banc, je regardais la scène. De l'autre côté, les lumières de la ville scintillaient et j'entendais les rires des gens. David m'a pris la main. « Hélène, je crois que j'ai compris ce que nous cherchions. » Quoi donc? La normalité. Se promener la nuit, aller à l'hôpital, rencontrer des gens. Des choses qui étaient devenues un luxe en Amérique. Ces mots étaient justes. Ce que nous avions trouvé en France n'était pas extraordinaire. C'était simplement la possibilité de vivre une vie normale, sans anxiété,
sans peur, librement. Cette nuit-là, de retour à l'appartement, je n'ai pas pu dormir. Quelque chose avait changé en moi. Mon plan de ne rester que 3 semaines commençait à vaciller. Et si nous pouvions vivre ici pour de bon? Si nous pouvions faire venir notre fille et notre petite-fille, si une vieillesse sans peur était possible pour nous aussi? Le surlendemain matin, Julien m'a appelé. Tati, aujourd'hui je dois travailler, mais pourquoi n'essaierais-tu pas de sortir seul? Seul? J'hésitais. Sans parler la langue? Était-ce prudent? Ne t'inquiète pas. Avec le métro, tu peux aller partout. Et les applications de traduction sont excellentes. Essai. Encouragés par David, nous nous sommes préparés et sommes sortis. Il était 9 heures du matin. Étonnamment, nous n'avons eu aucun mal à trouver notre chemin. Les panneaux étaient aussi en anglais, et les gens étaient très serviables. Une dame âgée, ne parlant pas anglais, nous a indiqué la direction par geste. Au guichet du métro, un jeune agent nous a aidés en anglais. Nous sommes allés à Montmartre. Au guichet du Sacré-Cœur, l'employé nous a dit « C'est gratuit pour les plus de 65 ans. » Gratuit? Oui, la France a beaucoup de réductions pour les seniors. À l'heure du déjeuner, nous sommes entrés dans un petit bistrot. Le menu était en anglais avec des photos. La commande fut facile. Un plat du jour pour 12 €. À Seattle, un repas similaire nous aurait coûté plus de 30 $ avec le pourboire. David, sirotant son café, me dit « Hélène, depuis quand n'avions-nous pas marché aussi librement? À plus de 60 ans ?» En y réfléchissant, cela faisait très longtemps. À Seattle, nous nous déplacions toujours en voiture, ne sortions jamais le soir et évitions les endroits inconnus. La peur avait limité nos vies. Le soir, après avoir appelé notre fille Jessica pour lui raconter notre journée incroyable, David m'a regardé. « Hélène, pensons-y sérieusement. » À quoi? À vivre ici, à faire venir Jessica et Émilie. Je les regardais dans les yeux. Ils brillaient de conviction. Je pensais la même chose. Mais est-ce possible? À notre âge, recommencer dans un nouveau pays? Et pourquoi pas? Carole l'a bien fait. Et peu importe le temps qu'il nous reste, nous ne pouvons pas le passer à vivre dans la peur. Cette nuit-là, nous avons parlé longuement. Pas seulement de rester en France, mais de nous y installer. Bien sûr, la décision n'était pas facile. Mais ce que nous avions trouvé ici était trop précieux. Une semaine s'est écoulée. David a reçu sa première injection de cellules souches et, miraculeusement, sa douleur a considérablement diminué. Hélène, je peux monter les escaliers. C'est la première fois en 6 mois. Le voir retrouver sa vitalité a confirmé que notre décision était la bonne. Un matin, j'ai reçu un email inattendu de l'hôpital de Seattle. « Hélène, nous avons besoin de vous. Nous vous proposons une augmentation de 20%. Revenez. » C'était mon hôpital depuis 30 ans. Mais j'ai secoué la tête. « Je refuse, » dis-je à David. « Ce n'est pas une question d'argent. Pouvoir se promener la nuit, savoir que ma petite-fille grandira en sécurité, c'est ça qui est important. » J'ai répondu poliment mais fermement. « Merci, mais j'ai décidé de commencer une nouvelle vie. » Le soir, nous avons dîné avec des collègues de Julien. L'une d'entre eux, Suzanne, était une infirmière américaine qui avait immigré. Elle avait travaillé 15 ans aux urgences à New York. « J'ai vu trop de victimes de fusillades, » dit-elle. « Je faisais des cauchemars toutes les nuits. J'ai fait un burn-out et je me suis enfui en France. Vous ne regrettez pas? Absolument pas. Mon salaire est un peu plus bas, mais j'ai retrouvé ma santé mentale. C'est bien plus important. » Le lendemain, j'ai demandé sérieusement à Julien, « Peut-on vraiment s'installer ici? Le visa, le logement, l'assurance maladie ?» Julien a sorti un dossier, comme s'il s'y attendait. « J'ai tout étudié. Vous pouvez d'abord rester 6 mois avec un visa de long séjour, puis demander une carte de séjour. Pour l'assurance maladie, en tant que résident, vous pouvez vous inscrire à la sécurité sociale. Elle couvre la plupart des soins. Et pour le logement, il y a de belles résidences pour seniors près de Versailles ou Saint-Germain-en-Laye, proches des transports et des commodités. C'était bien plus réalisable que je ne l'imaginais. Cette nuit-là, la balance a penché. « Faisons-le, Hélène, » dit David. « Ce sera l'aventure la plus courageuse de notre vie. »« Faisons-le, » ai-je répondu. « Mieux vaut vieillir dans la liberté que dans la peur. » 2 semaines plus tard, Jessica est arrivée avec Émilie.
Maman, il faut que je voie ça de mes propres yeux. Le premier soir, nous sommes allés nous promener le long de la Seine. Il était 21 heures, et le parc était rempli de familles. Au début, Jessica était sur ses gardes. Puis, peu à peu, je l'ai vue se détendre. Maman, c'est bizarre, je n'ai pas peur du tout. Je sais, c'est normal ici. Soudain, Jessica s'est mise à pleurer. Maman, à Seattle, je ne me suis jamais promené la nuit avec Emily. Même en plein jour, j'étais toujours angoissé. Mais ici, je l'ai prise dans mes bras. Je sais, ma chérie, c'est pour ça que nous sommes venus. Le lendemain, Jessica a visité des crèches, des parcs, des cabinets de pédiatrie. Partout, elle a trouvé des environnements sûrs, organisés et accueillants pour les enfants. Dans un parc, elle a discuté avec des mères françaises. Et en Amérique, c'est comment d'élever un enfant? A demandé l'une d'elles. Jessica a répondu honnêtement. C'est effrayant. On est angoissé en permanence. Ce soir-là, Jessica a dit d'un ton sérieux, « Maman, je veux déménager ici. » Pour Emily, je ne veux pas la voir grandir en apprenant à se cacher des tireurs. I'm says, quelques jours plus tard, l'impensable s'est produit. Julien nous a appelés, paniqués. Tati, il y a eu une fusillade près de la crèche d'Emily à Seattle. Juste à côté, Jessica est devenue blême. L'endroit où elle allait. Si nous avions été là. Elle n'a pas pu finir sa phrase. Cette nuit-là, nous avons décidé de rentrer brièvement à Seattle pour tout organiser. En atterrissant à Seattle, le choc a été brutal. La tension, les policiers armés, l'atmosphère pesante. L'Amérique que nous voyons après 3 semaines en France était un pays différent. En allant faire des courses, mon cœur battait la chamade dans le parking du supermarché. Je scrutais les alentours, marchais vite. Pourquoi devais-je être aussi tendu pour une simple course? En France, je me promenais à 23 heures sans crainte. Ici, il était 16 heures et j'étais terrifié. 3 jours plus tard, au milieu de la nuit, des coups de feu ont retenti. Je me suis précipité à la fenêtre. Des gyrophares 2 rues plus loin. David était à côté de moi. Encore une fois, Hélène. Oui, encore une fois. À ce moment-là, nous avons su. Il n'y avait pas de retour possible. David, faisons vite et rentrons en France. C'est ce que je pense. Je ne peux plus rester ici un jour de plus. Une semaine plus tard, nous étions de nouveau dans un avion pour la France. Jessica et Emily étaient avec nous. En regardant Seattle disparaître par le hublot, j'ai murmuré « Adieu et merci ». Nous volions vers un nouveau départ, vers l'espoir, pas la peur. En arrivant à Charles de Gaulle, j'ai pris une grande inspiration. Nous sommes rentrés. Chez nous, les saisons ont passé. Nous nous sommes installés dans un bel appartement à Versailles. Chaque matin, je marche dans le parc du château. J'ai rejoint un groupe de marche matinale. Les mots sont rares, mais les sourires sont universels. Un jour, une des dames m'a invité au club senior local. Là-bas, on m'a proposé de donner des cours d'anglais bénévolement. J'ai accepté. Enseigner à ces seniors passionnés d'apprendre m'a donné un nouveau but. David, lui, a rejoint un club de basket et anime un groupe de discussion en anglais au centre culturel. Son genou est guéri. À 64 ans, il a retrouvé la joie de jouer. Jessica a trouvé une crèche formidable pour Emily. Elle a commencé à apprendre le français et s'est fait de nombreux amis parmi les mères du quartier. Pour le 2e anniversaire d'Emily, nous avons organisé une petite fête. Nos nouveaux amis français étaient là, les dames du club senior, les coéquipiers de basket de David, les amis de Jessica. 30 personnes, réunies pour célébrer. En regardant Emily rire, le cœur rempli de joie, j'ai compris. Elle grandissait sans connaître le son des coups de feu. Sans exercice de confinement, elle pouvait se promener la nuit, jouer en sécurité. « Maman, on a tellement bien fait de venir », m'a dit Jessica. 1 an s'est écoulé. Une vie entière. Je travaille maintenant à temps partiel pour la mairie, en tant que conseillère pour un programme d'intégration des seniors étrangers. David dirige 2 groupes de discussion par semaine. Jessica a trouvé un poste de directrice marketing dans une entreprise internationale à Paris. Hier soir, nous nous promenions tous ensemble le long des grands canaux de Versailles. La routine quasi quotidienne. Emily courait devant nous. « Mamie, on revient demain ?» a-t-elle demandé. Je l'ai prise dans mes bras. « Bien sûr, ma chérie.
On reviendra demain, et après-demain, et tous les jours, même la nuit. Même la nuit. Un sourire illumina son visage. Un sourire pur, sans aucune trace de peur. Je regarde le ciel étoilé. Les rues sont sûres, les gens sont libres. C'est ce que nous cherchions. Pas quelque chose d'extraordinaire. Juste une vie normale, sûre et libre. Le plus précieux des héritages à léguer à notre petite fille. La victoire de la normalité.